Aux funérailles de mon père, ma sœur a dit, il ne l'a jamais aimé de toute façon. Mon frère a hoché la tête, elle est juste là pour l'argent. Même le pasteur avait l'air mal à l'aise. J'ai serré la main de ma fille de 8 ans. Puis elle s'est approchée du cercueil, a sorti une enveloppe que mon père lui avait donnée et l'a lue à voix haute et ma sœur s'est effondrée. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le funérarium était silencieux, à l'exception du murmure amer de ma sœur Patty. De toute façon, il ne l'a jamais aimé. Mon frère Denis a hoché la tête, ajoutant assez fort pour que tout le monde entende, « Maman est juste là pour l'héritage ». Papa a fini par voir clair dans son jeu. J'ai senti la petite main de ma fille Ruby serrer la mienne alors qu'elle me regardait avec ses grands yeux bruns. Les mêmes yeux que sa grand-mère Judith, la femme dont il parlait, la femme qui était morte depuis 3 ans. Même le pasteur Thomasson s'est agité mal à l'aise sur sa chaise, sa Bible serrée plus fort que d'habitude. Le directeur des pompes funèbres, M. Hulbrook, a même arrêté d'arranger les fleurs pour dévisager mes frères et sœurs avec incrédulité. Nous étions aux funérailles de notre père, Gordon Crane, et au lieu de le pleurer, mon frère et ma sœur s'attaquaient à la mémoire de notre mère, qui n'était même plus là pour se défendre. Tu te rends compte que papa lui a tout laissé, à elle et à cette gamine, a continué Patty, sans même plus essayer de baisser la voix. Elle a fait un geste vers Ruby et moi avec ses ongles manucurés, sa robe de créateur noire impeccable et coûteuse. Tout en elle criait l'argent et la réussite. 42 ans de mariage et maman n'a fait que le manipuler. Dieu merci, il l'a enfin compris avant de mourir. La main de Ruby tremblait dans la mienne. Cette magnifique et courageuse fillette de 8 ans, qui venait de perdre son grand-père 3 jours auparavant, écoutait sa tante démolir le souvenir de la grand-mère qu'elle n'avait jamais vraiment eu la chance de connaître. Judith était morte quand Ruby n'avait que 5 ans, mais Gordon l'avait maintenue en vie à travers des histoires, des photos, et les recettes qu'il avait apprises en la regardant dans sa boulangerie pendant toutes ces années. « Maman » a chuchoté Ruby, mais j'ai serré doucement sa main, essayant de lui signaler d'attendre. Je voulais hurler sur mes frères et sœurs, leur rappeler où nous étions, qui nous étions censés honorer. Mais je savais aussi que le deuil rend parfois les gens cruels, surtout quand l'argent entre en jeu. Denis a sorti son téléphone, vérifiant probablement une fois de plus la valeur estimée de la maison de papa sur une application immobilière. Au moins 300 000, a-t-il marmonné à Patty. Divisé en 3. C'est assez pour enfin sortir des dettes. Mais non, la manipulatrice rafle tout. C'est à ce moment-là que Ruby s'est levée. Elle a plongé la main dans la poche de sa petite robe noire, celle que nous avions achetée ensemble chez Target parce que c'est ce que permet un salaire d'enseignante, et en a sorti une enveloppe scellée. L'écriture sur le devant était tremblante mais claire, la vérité, de la main distinctive de notre père. Papy Gordon m'a dit de lire ça aujourd'hui, a-t-elle annoncé, sa voix portant à travers la pièce avec une force surprenante. Le funérarium entier est tombé dans le silence. 63 personnes, tous des amis et de la famille venus dire au revoir à Gordon Crane, postier à la retraite et mari dévoué, se sont tournés pour regarder ma fille de 8 ans. L'oncle Walter, le frère aîné de papa, s'est penché en avant dans son fauteuil roulant. Les cousins de Denver ont cessé de chuchoter. Même Madame Chen, de la tournée postale de papa, qui avait conduit 2 heures pour être là, a posé son mouchoir pour regarder. Ruby s'est dirigée vers le cercueil avec détermination, le cliquetis de ses petites chaussures vernies résonnant sur le sol poli du funérarium. Elle est montée sur la petite estrade que M. Hulbrook avait placée là pour que les gens puissent rendre un dernier hommage et s'est tournée pour faire face à tout le monde. Les lumières du plafond ont capté les larmes sur ses joues, mais sa voix n'a pas fléchi. Mon grand-père m'a demandé de lire ceci si quelqu'un disait des méchancetés sur Mamie Judith, a-t-elle dit, en regardant directement Patty et Denis. Le visage de Patty est devenu blême. C'est ridicule, a-t-elle sifflé. Elle a 8 ans. Melinda, tiens ta fille. Ce sont des funérailles, pas une pièce de théâtre scolaire. Mais Ruby ouvrait déjà l'enveloppe, ses petits doigts manipulant avec soin le papier à l'intérieur. Elle l'a déplié lentement, et je pouvais voir l'écriture de papa couvrir les 2 côtés de la page. Quoi que contienne cette lettre, il avait beaucoup de choses à dire. Attends. Denis s'est levé, le visage rouge de colère. Vous n'allez pas sérieusement laisser une enfant interrompre les funérailles de notre père avec une lettre inventée. Melinda l'a probablement écrite elle-même. Une autre tactique de manipulation apprise de maman. Le pasteur Thomasson s'est raclé la gorge. Peut-être devrions-nous écouter ce que Gordon voulait dire, a-t-il suggéré doucement. S'il a confié un message à cet enfant, cela devait être important pour lui.
Ruby m'a regardé une dernière fois et j'ai hoché la tête. Quoi qu'il y ait dans cette lettre, papa lui avait fait confiance. Et s'il y avait une chose que je savais de mon père, c'est qu'il ne faisait jamais rien sans raison. Vas-y, ma chérie, ai-je dit. Ce qui s'est passé ensuite a fait tomber ma sœur à genoux, sanglotant d'une manière que je n'avais pas vue depuis notre enfance, et a changé tout ce que je pensais savoir sur le mariage de mes parents. 3 jours avant les funérailles, je corrigeais des copies à la table de ma cuisine quand l'appel est arrivé. Papa était parti, une crise cardiaque dans son sommeil, paisible et rapide. Je m'y attendais un jour. Gordon Crane avait 65 ans, avec toute une vie de petit déjeuner au bacon et un refus obstiné de voir des médecins. Mais rien ne vous prépare à ce dernier coup de téléphone. Madame Crane ? La voix à l'autre bout du fil était douce, professionnelle. Ici le docteur Morrison de l'hôpital Riverside General. Je vous appelle au sujet de votre père, Gordon Crane. Le stylo rouge est tombé de ma main, roulant sur la pile de tests d'orthographe de 3e année. Ruby était dans le salon, répétant ses tables de multiplication à voix haute, et j'entendais sa douce voix dire « 7 fois 8 font 56 », alors que mon monde basculait à jamais. Après avoir raccroché, je suis resté assise un moment, fixant ces tests d'orthographe. Un de mes élèves avait écrit « amour » comme « amour » et j'allais le corriger. Une si petite chose, mais soudain, il semblait important que cet enfant comprenne comment épeler correctement le mot « amour ». Maman aurait dit la même chose. Les mots comptent, Melinda, me disait-elle quand je l'aidais à sa boulangerie. Que tu écrives une recette ou une lettre d'amour, la précision montre que tu y tiens. Ruby avait été particulièrement proche de son grand-père. Chaque dimanche après l'église, pendant que j'aidais au centre communautaire, elle passait des heures chez papa à jouer aux dames et à écouter ses histoires sur maman. La tradition avait commencé quand Ruby avait 5 ans, juste après le décès de maman, et que papa avait besoin d'une raison de vivre. Raconte-moi encore l'histoire des chaussons aux pommes de mamie Judith, le suppliait, et papa décrivait la boulangerie de maman avec tant de détails qu'on pouvait presque sentir la cannelle. Il lui racontait comment maman se levait à 4 heures du matin tous les jours pendant 25 ans pour faire du pain frais. Comment elle connaissait le nom de chaque client et leur pâtisserie préférée. Comment elle donnait les biscuits de la veille aux enfants qui ne pouvaient pas s'en payer des frais. Ta grand-mère avait plus souvent de la farine dans les cheveux qu'autre chose, disait-il en souriant au souvenir. Je rentrais de ma tournée de postier et je la trouvais couverte de sucre glace, on aurait dit un ange. Et elle en était un, Ruby. Elle était mon ange. Maman était décédée 3 ans plus tôt d'un cancer, une bataille brutale de 6 mois qui nous l'a enlevée petit à petit. Elle avait tenu Judith's Sweet Corner, une boulangerie locale très appréciée, pendant 25 ans. Quand elle est morte, papa a gardé son tablier accroché dans la cuisine, ses lunettes de lecture sur la table de nuit, sa tasse à café au même endroit. La maison était devenue un sanctuaire de leur vie commune. Votre mère est toujours là avec nous, disait-il à Ruby en se tapotant la poitrine. Juste ici, toujours. Quand tu manges ses recettes, quand tu aides les autres comme elle le faisait. Quand tu choisis la gentillesse, même quand c'est difficile, c'est mamie Judith qui continue de vivre. Mais mes frères et sœurs voyaient les choses différemment. Patty, de 4 ans mon aînée et toujours la princesse de papa, s'attendait à hériter de la boulangerie de maman. Elle avait déjà prévu de la vendre à un promoteur qui voulait en faire un bar à jus quand maman me l'a laissée à la place, sachant que je la maintiendrais exactement comme elle l'avait fait, alors que Patty l'aurait vendue immédiatement. Quelque chose s'est brisé entre nous. Incroyable, avait dit Patty lors de la lecture du testament, sa voix assez tranchante pour couper du verre. 20 ans dans l'immobilier, j'aurais pu faire valoir cette boulangerie 10 fois ce qu'elle vaut. Et elle la laisse à l'institutrice qui a du mal à gérer son propre compte en banque. Denny, le Benjamin de la famille à 36 ans, a pris le parti de Patty comme il le faisait toujours. Il vivait d'un chèque de paie à l'autre en tant qu'expert en assurance, demandant toujours à papa de petits prêts qu'il ne remboursait jamais. Il s'était convaincu que maman avait manipulé papa, que leur mariage de 38 ans avait été une sorte d'escroquerie. Maman faisait du favoritisme, disait Patty à chaque réunion de famille, généralement après son 2e verre de vin. Elle a monté papa contre nous. Vous vous souvenez comment elle s'assurait toujours que Melinda ait le plus gros morceau de gâteau, les meilleurs cadeaux de Noël? Elle l'a préparé pour être la favorite. Denny hochait la tête, ajoutant son propre poison au mélange. Vous vous souvenez comment elle poussait toujours papa à mettre à jour son testament? Tous les 2 ou 3 ans, une nouvelle version. Manipulation classique. Elle cachait probablement de l'argent quelque part, jouant la pauvre boulangère tout en mettant du liquide de côté. La vérité était plus simple.
Maman m'a laissé la boulangerie parce que j'y avais travaillé tous les étés depuis mes 14 ans. Je connaissais chaque recette, chaque client régulier, chaque fournisseur. Je comprenais que la boulangerie n'était pas une question d'argent, mais de communauté. Patty voyait des signes de dollars là où maman voyait des voisins. Denny voyait un actif là où maman voyait un héritage. Maintenant, papa était parti aussi. Et les vautours tournaient déjà avant même que son corps ne soit froid. Les funérailles étaient prévues pour le jeudi après-midi. Le mercredi soir, nous nous sommes réunis chez papa pour la veillée. C'est là que les choses ont mal tourné. Patty est arrivée dans sa Mercedes, robe de créateur noir impeccable, sourire d'agent immobilier plaqué sur le visage. Elle a franchi la porte d'entrée de papa comme si elle calculait déjà la superficie. Bon, au moins, on va enfin pouvoir vendre ce taudis, a-t-elle annoncé en inspectant la modeste maison de papa. On divise tout en 3 et on passe à autre chose. J'ai déjà appelé ma collègue de Century 21. Elle dit que le marché est parfait en ce moment. La maison n'est pas à vendre, ai-je dit doucement, en posant le plat que j'avais apporté de la part de Madame Patterson, la voisine. Denny a failli s'étouffer avec sa bière. Comment ça, pas à vendre? Elle vaut au moins 300 000. Divisé en 3, ça fait 100 000 chacun. Papa a mis à jour son testament le mois dernier. Le silence était assourdissant. Les lèvres parfaitement peintes de Patty se sont transformées en une ligne fine. Mis à jour comment, exactement? Il a laissé la maison à Ruby, en fiducie jusqu'à ses 18 ans. L'explosion a été immédiate. La voix de Patty a résonné dans la maison où nous avions grandi, où maman avait pansé nos genoux et papa nous avait appris à faire du vélo dans l'allée. Bien sûr qu'il l'a fait. Tu l'as probablement manipulé, tout comme maman a manipulé tout le monde, en utilisant ta gamine pour obtenir de la sympathie. Pauvre mère célibataire Melinda qui n'arrive pas à joindre les deux bouts avec un salaire d'enseignante. Mieux vaut culpabiliser papa pour qu'il laisse tout à la précieuse petite Ruby. N'ose même pas mêler Ruby à ça, ai-je averti, mes mains tremblant tandis que j'arrangeais les cartes de condoléances sur la table basse de papa. Pourquoi pas? Tu l'utilises depuis que maman est morte. Tous les dimanches, tu l'envoies là-bas pour travailler papa au corps, lui rappelant Judith, s'assurant qu'elle mentionne à quel point les choses sont difficiles, que les fournitures scolaires coûtent de plus en plus cher, que la voiture n'arrête pas de tomber en panne. Tu as appris des meilleurs, n'est-ce pas? Maman t'a bien appris à jouer la victime, à faire en sorte que tout le monde ait pitié de la pauvre Melinda, mère célibataire en difficulté. Denny est intervenu, le visage rouge de colère et d'alcool. Elle a raison, Melinda. On sait tout ce que tu fais. Il se trouve que Ruby a justement besoin de nouvelles chaussures chaque fois qu'elle rend visite à papa. Il se trouve qu'elle mentionne justement le voyage scolaire que tu ne peux pas te permettre. Tu coaches cette gamine depuis qu'elle s'est parlé. Ce n'est pas vrai, et vous le savez, ai-je dit, mais ma voix a été noyée par leurs accusations. S'il te plaît, c'est moquer Patty. La boulangerie ne te suffisait pas? Maintenant, il te faut aussi la maison. C'est quoi la suite? La pension de papa? Son assurance vie? Combien est-ce que toi et maman aviez prévu de prendre à cette famille? L'oncle Walter a tenté d'intervenir depuis son fauteuil roulant près de la cheminée. Allons, Patty, ça suffit. Votre père savait ce qu'il faisait. Il avait toute sa tête jusqu'à la fin. Vraiment? A rétorqué Denny, pointant sa bouteille de bière vers Walter. Ou n'était-il qu'un vieil homme seul manipulé par sa petite fille? Melinda l'a probablement coaché sur exactement quoi dire. Dis à papy que mamie te manque. Dis à papy que tu veux être boulangère comme elle. Dis à papy que tu es la seule qui comprend. C'est là que j'ai remarqué Ruby, debout dans l'encadrement de la porte. Je ne l'avais pas entendue descendre. Elle portait son pyjama, celui avec des petits cupcakes que papa lui avait acheté à Noël dernier, et son visage était pâle. Maman ne me coache pas, a-t-elle dit simplement, sa voix perçant à travers les accusations odieuses. Papy Gordon aimait me raconter des histoires. Il disait que mamie Judith était la meilleure personne qu'il ait jamais connue. Il disait qu'elle l'avait sauvée. Patty a ri amèrement, le son dur et cruel. Sauvée? Elle l'a piégée. Enceinte à 24 ans, bien sûr qu'il a dû l'épouser. Elle a parfaitement joué sur le long terme. Elle l'a piégée avec un bébé, l'a gardé sous sa coupe pendant 40 ans, et a appris à Melinda ici comment faire la même chose avec la génération suivante. Tu ne sais pas de quoi tu parles, a dit sèchement l'oncle Walter. J'étais là, Patricia. J'ai vu comment ils étaient ensemble. Tu as vu ce qu'elle voulait que tu vois, a insisté Denny. Maman était intelligente. Elle savait comment jouer la femme aimante en public. Mais nous,
Nous connaissons la vérité. Nous savons qu'elle contrôlait tout, chaque décision, chaque centime. Papa ne pouvait pas acheter un paquet de chewing-gum sans sa permission. C'est à ce moment que le pasteur Thomasson est arrivé pour la veiller. Et même lui a pu sentir le venin dans l'air. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, tenant sa Bible et un plat couvert de la part de sa femme, nous regardant avec un malaise évident. « J'ai l'impression d'arriver à un moment difficile », a-t-il dit prudemment. « Un timing parfait, en fait », a dit Patty en se tournant vers lui. « Pasteur, vous connaissiez nos parents. Mon père vous semblait-il lui-même ces derniers mois? Ou vous semblait-il influencé, peut-être confus ?» Le visage du pasteur a montré sa consternation d'être entraîné dans cette bataille. « Votre père semblait en paix. Il parlait souvent de rejoindre votre mère. » La veillée s'est terminée avec Patty et Denny blottis dans un coin, chuchotant sur la contestation du testament, sur la manipulation psychologique de maman, sur la façon dont ils avaient été floués de leur héritage légitime. Ils planifiaient déjà leur stratégie juridique alors que le corps de papa attendait au funérarium, pas encore en terre. Le matin des funérailles, Ruby est entrée dans ma chambre en tenant une enveloppe. Le lever du soleil commençait à peine à filtrer à travers les rideaux, peignant tout d'or doux, et elle était déjà vêtue de sa robe noire et de ses chaussures brillantes. « Papy me l'a donnée dimanche dernier », a-t-elle dit en grimpant sur mon lit. Il m'a fait promettre de la lire à ses funérailles, mais seulement si tante Patty et oncle Denny étaient méchants. À propos de mamie Judith. J'ai étudié attentivement l'enveloppe. L'écriture tremblante de Gordon éplait « La vérité » sur le devant, et elle était scellée avec de la vraie cire, quelque chose que je n'avais pas vu papa faire depuis qu'il travaillait à la poste. Il avait dû utiliser son vieux seau à lettres, celui que maman lui avait offert pour leur 10e anniversaire. « Ma chérie, qu'est-ce que papy t'a dit exactement ?» ai-je demandé en passant mes doigts dans ses cheveux sombres. Il a dit que parfois, les gens oublient comment voir l'amour quand ils sont trop occupés à chercher de l'argent. Il a dit que cette lettre les aiderait à se souvenir. Il m'a fait m'entraîner à la lire à voix haute 3 fois pour que je ne bute sur aucun mot. « Tu t'es entraîné à lire ça ?» Ruby a hoché la tête solennellement. « Tous les dimanches depuis un mois. » Il a dit que c'était important que je la lise clairement pour que tout le monde puisse entendre. Il a dit que mamie Judith voudrait que la vérité éclate si les gens racontaient des mensonges sur elle. J'étais complètement tiraillé. Une partie de moi voulait protéger les funérailles de mon père de plus de drames. La dernière chose que je voulais était de transformer son service commémoratif en champ de bataille. Mais je savais aussi que papa ne faisait jamais rien sans une réflexion approfondie. S'il avait donné cette lettre à Ruby, s'il l'avait fait s'entraîner à la lire, s'il l'avait scellée à la cire comme un document officiel, alors il avait ses raisons. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre, ma chérie? Ruby a ramené ses genoux contre sa poitrine, se souvenant. Il a dit que l'amour n'est pas toujours bruyant. Parfois, il est silencieux, comme quand mamie Judith mettait des biscuits supplémentaires dans son déjeuner sans rien dire. Ou comment elle chauffait son côté du lit avec un coussin chauffant les nuits froides avant qu'il ne rentre. Il a dit, tante Patty et oncle Denny ont oublié l'amour silencieux parce qu'ils écoutaient autre chose. Avait-il l'air triste quand il t'a donné ça? Non, a dit Ruby, me surprenant. Il avait l'air prêt. Il a dit qu'il attendait de dire la vérité depuis 3 ans, mais qu'il voulait le faire correctement. Il a dit, tu sauras quand le moment sera venu, et je devrai suivre ton exemple. Au funérarium, la tension était palpable dès notre arrivée. Patty et Denny s'étaient positionnés au premier rang comme des vautours, chuchotant de temps en temps à des parents compatissants à propos de leur pauvre père, et de la façon dont il avait été trompé pendant des années. Ils s'assuraient que tout le monde entende leur théorie selon laquelle maman avait caché de l'argent, qu'elle avait tout contrôlé en secret, que le testament était suspect. On doit se demander, disait Patty à la cousine Margaret assez fort pour que tout le monde entende, pourquoi maman insistait tant pour mettre à jour le testament tous les 2 ou 3 ans. Que cachait-elle? Que planifiait-elle? Denny hochait la tête, ajoutant à quiconque voulait l'entendre, papa n'a jamais acheté de nouvelle voiture, n'a jamais pris de vacances, a travaillé pendant 40 ans. Où est passé tout cet argent? La boulangerie de maman faisait à peine ses frais. Soi-disant. Les chiffres ne collent pas. Pendant l'éloge funèbre du pasteur Thomasson, il a parlé magnifiquement du dévouement de papa à sa tournée postale, de son amour pour sa famille, de son dévouement à la communauté. Quand il a mentionné le mariage de maman et papa, les qualifiant d'exemples d'amour durable, Patty a carrément ricané, le son résonnant dans le funérarium. C'est là qu'elle l'a dit, ce murmure horrible destiné à être entendu. De toute façon, il ne l'a jamais aimé. Denny a hoché la tête, sa voix portant à travers la pièce.
Elle est juste là pour l'argent. Plusieurs parents ont eu un hoquet de surprise. Madame Chen de la tournée postale de papa a secoué la tête avec dégoût. L'oncle Walter a agrippé le bras de son fauteuil roulant si fort que ses jointures sont devenues blanches. Même monsieur Hulbrook, qui avait probablement vu toutes sortes de drames familiaux en 30 ans de carrière de directeur de pompe funèbre, avait l'air choqué. Le pasteur Thomasson s'est interrompu au milieu d'une phrase, clairement mal à l'aise, sa Bible tremblant légèrement dans ses mains. « Peut-être devrions-nous nous souvenir que nous sommes ici pour honorer Gordon », a-t-il dit doucement. « Nous l'honorons », a rétorqué Patty, en disant enfin la vérité sur son simulacre de mariage. Le manque de respect envers la mémoire de mes deux parents était insupportable. Papa gisait dans son cercueil à 3 mètres de là, et ses propres enfants démolissaient tout ce qu'il avait chéri. J'ai senti la rage monter dans ma poitrine, mais Ruby a tiré sur ma main. « Maintenant, maman », a-t-elle chuchoté, ses yeux brillants de détermination. J'ai regardé le visage de ma fille, si semblable à celui de sa grand-mère, rempli de la même force tranquille que Judith avait montrée à travers chaque épreuve. Papa avait confié sa vérité à Ruby, l'avait préparée pour ce moment. Qui étais-je pour m'opposer à ses dernières volontés? Maintenant, ai-je dit, en lui serrant la main une fois avant de la lâcher. Ruby s'est levée et l'enveloppe dans sa petite main semblait briller d'une mission. Ruby s'est approchée du cercueil avec l'assurance de quelqu'un qui accomplit une mission sacrée. Elle est montée sur la petite estrade que le directeur des pompes funèbres avait placée là et s'est tournée pour faire face à tout le monde. Le soleil de l'après-midi filtrant à travers les vitraux créait un effet de halo autour de sa petite silhouette. Mon grand-père Gordon m'a demandé de lire ceci si quelqu'un disait des méchancetés sur Mamie Judith, a-t-elle annoncé, sa voix claire et forte. Elle a ouvert l'enveloppe avec soin et a commencé à lire. Ma chère famille, si Ruby lit ceci, c'est que je suis parti. Et que certains d'entre vous ont oublié la vérité. Alors, laissez-moi vous la rappeler. Patty et Denny, vous croyez que votre mère m'a piégé, manipulé, ne m'a jamais aimé. Vous voulez connaître la vérité? La voici. C'est moi qui ai été sauvé. Quand j'ai rencontré Judith, j'étais un ivrogne. Pas un grand buveur, un ivrogne. Mon père était un ivrogne. Son père était un ivrogne. Et je prenais le même chemin à 23 ans. J'avais déjà perdu 2 emplois, accidenté une voiture et passé plus de nuits en prison que je ne voudrais m'en souvenir. Votre mère ne m'a pas piégé avec une grossesse. Elle m'a sauvé avec de l'amour. Le visage de Patty est devenu blême. Denny a posé son téléphone, la bouche bée. Ruby a continué, sa voix ne faiblissant jamais. Oui, elle était enceinte quand nous nous sommes mariés. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que je l'ai suppliée de m'épouser. Elle voulait attendre. Elle voulait que je devienne sobre d'abord. Elle était prête à élever Patty seule plutôt que de se lier à un alcoolique. Elle avait vu ce que l'alcool avait fait à son propre père. Elle disait qu'elle préférait être mère célibataire plutôt que de voir un autre homme se détruire avec la boisson. Mais je me suis battu pour elle, pour nous. Je suis allé aux réunions des alcooliques anonymes. J'ai trouvé un parrain. J'ai jeté toutes les bouteilles, évité tous les bars, changé tous les amis qui encourageaient ma consommation. Je suis devenu sobre pour elle. Je suis resté sobre pendant 42 ans grâce à elle. Pas un seul verre, même pas à vos mariages, parce que je savais qu'une seule gorgée trahirait tout ce qu'elle m'avait donné en me donnant une chance. L'oncle Walter hochait la tête, des larmes coulant sur son visage buriné. C'est vrai, a-t-il dit doucement. Je l'ai conduit à ses premières réunions des AA. Judith lui a sauvé la vie. Ruby a continué à lire, les mots de papa remplissant la pièce silencieuse. L'argent qui vous préoccupe tant? Votre mère aurait pu épouser Richard Brennan. Vous vous souvenez de lui? Le promoteur qui l'a courtisé avant moi? Il avait de l'argent, la stabilité, un avenir. Il lui a envoyé des roses tous les jours pendant un mois, lui a promis une maison avec une clôture blanche, des vacances en Europe, tout ce dont une jeune femme rêve. Elle a choisi un postier à la place, un alcoolique en voie de guérison avec les mains tremblantes et aucune perspective. Elle a choisi l'amour. Chaque centime que nous avons économisé, elle l'a gagné grâce à cette boulangerie. En travaillant 16 heures par jour tout en vous élevant tous les 3. Tout en soutenant ma guérison, tout en étant le pilier que je n'ai jamais mérité. Elle ne m'a jamais jeté mon passé au visage. Ne m'a jamais fait me sentir inférieur. Ne s'est jamais plainte une seule fois de la vie qu'elle aurait pu avoir. Quand des amis lui demandaient pourquoi elle m'avait choisi, elle disait « Vous ne connaissez pas Gordon comme moi. Vous ne voyez pas l'homme qu'il est en train de devenir. » Patty avait commencé à pleurer, le mascara coulant en rivière noire sur ses joues. La voix de Ruby s'est faite plus forte.
Quand elle était mourante, quand le cancer s'était propagé partout et que la morphine pouvait à peine calmer la douleur, elle m'a tenu la main et a dit « Gordon, tu en valais la peine. Chaque jour difficile en valait la peine. Tu es devenu l'homme que j'ai toujours su que tu pouvais être. » Ce furent ces mots alors que le cancer la dévorait vivante. Pas à propos d'argent ou de biens ou de choses, mais à propos de moi, de nous, de la vie que nous avons bâtie à partir de cendres. La boulangerie est allée à Melinda parce qu'elle est la seule à avoir compris ce que cela signifiait pour votre mère. Pas de l'argent, mais une communauté, un lien, de l'amour dans chaque pâtisserie. Elle a vu sa mère donner des centaines de pains à des familles qui ne pouvaient pas payer. Elle a compris que le profit n'a jamais été le but. La maison va à Ruby parce qu'elle est la seule qui voit encore l'esprit de votre mère dans ses murs, au lieu de signes de dollars. Denny s'était affaissé, la tête dans les mains. Le funérarium entier était silencieux, à l'exception des sanglots étouffés de plusieurs parents. Ruby a tourné la page et a continué. « Patty, tu as oublié la femme qui est restée éveillée toute la nuit quand tu as eu la scarlatine à 7 ans, te chantant des berceuses jusqu'à ce que sa voix s'éteigne, épongeant ta fièvre toutes les 20 minutes. Les médecins ont dit qu'elle t'avait sauvé la vie en refusant de laisser cette fièvre monter. Denny, tu as oublié la mère qui a cumulé 3 emplois pour payer tes études universitaires quand mon salaire de postier ne pouvait pas couvrir les frais. Elle cuisait toute la nuit, travaillait à la boulangerie toute la journée, puis nettoyait des bureaux le soir. Elle te l'a caché parce qu'elle ne voulait pas que tu te sentes coupable d'avoir une éducation. Vous avez tous les deux oublié la femme qui vous a aimé plus que la vie elle-même parce que vous êtes aveuglés par une cupidité que je ne savais pas exister chez mes enfants. Votre mère ne m'a pas manipulé. Elle a sauvé mon âme. » Le silence était assourdissant. Ruby a soigneusement plié la lettre et est revenue vers moi, sa petite main retrouvant la mienne. J'ai regardé le visage de ma sœur s'effondrer. 42 ans de colère mal placée se dissolvant dans la reconnaissance. Elle ne s'est pas effondrée de honte à cause de l'héritage. Elle s'est effondrée sous le poids de la prise de conscience qu'elle avait passé 3 ans à mépriser la mère qui avait tout donné pour elle. Denny se tenait figé, des larmes coulant sur son visage, ses épaules secouées de sanglots silencieux. L'oncle Walter pleurait ouvertement, et même le pasteur Thomasson a dû faire une pause pour se ressaisir avant de continuer le service. Madame Chen serrait son sac à main, tamponnant ses yeux avec un mouchoir. Le funérarium entier venait d'assister à la vérité sur l'histoire d'amour de Gordon et Judith Crane, et cela n'avait rien à voir avec le récit amer que mes frères et sœurs avaient créé. Après l'enterrement, alors que les gens se dispersaient lentement, Patty m'a retrouvé près de la tombe de maman. Papa avait été mis en terre à côté d'elle, bien sûr, leur pierre tomba à la sortie comme il l'avait prévu 30 ans auparavant. La terre fraîche sur la tombe de papa était couverte de fleurs, mais quelqu'un avait également déposé de nouvelles roses sur la pierre de maman. Des roses roses, ses préférées. La scarlatine, a murmuré Patty, s'agenouillant malgré sa robe coûteuse. J'avais complètement oublié. Elle est restée debout pendant 3 jours d'affilée. Le docteur a dit qu'elle m'avait sauvé la vie en détectant les symptômes tôt. Elle chantait You Are My Sunshine encore et encore jusqu'à ce que sa voix soit complètement partie. Mais elle a continué à le fredonner quand même. Elle t'aimait, Patty. Elle nous aimait tous. Je sais, a-t-elle dit, touchant la pierre tombale de maman avec des doigts tremblants. Je pense que je l'ai toujours su. Quand elle m'a exclu de la boulangerie, je me suis senti si rejeté. J'ai transformé cette blessure en haine parce que c'était plus facile que d'admettre que je n'avais jamais compris ce qui comptait vraiment pour elle. La boulangerie n'a jamais été une question d'argent. Il s'agissait de nourrir les gens, de prendre soin d'eux, de faire partie de leur vie. Denny nous a rejoints, tenant une photo de son portefeuille qui semblait usé par des années de manipulation. C'était maman à sa remise de diplôme, son visage rayonnant de fierté malgré l'épuisement visible dans ses yeux. Elle travaillait à la boulangerie, puis nettoyait des bureaux la nuit, puis faisait le marché des fermiers le week-end, a-t-il dit doucement. Je disais à mes amis qu'elle était juste une boulangère. J'avais honte de cet tablier couvert de farine et de son anglais approximatif avec les fournisseurs. Mon Dieu, quel genre de fils étais-je? Tu étais jeune, ai-je dit doucement. Nous l'étions tous. Non, a secoué la tête Denny. J'étais égoïste. Même après l'université, quand j'ai eu mon emploi dans les assurances, je n'ai jamais proposé d'aider à la boulangerie. Jamais proposé de rembourser ce qu'elle avait dépensé pour mon éducation. Je supposais juste que c'est ce que les parents faisaient, sans jamais penser à ce que cela lui coûtait. Ruby nous a regardés tous, tenant toujours la lettre. Papy a dit que mamie Judith ne voudrait pas que vous soyez triste.
Il a dit qu'elle pardonnait tout avant même que ça n'arrive. C'est ce que fait l'amour. Patty s'est levée, époussetant la terre de ses genoux. Je dois te dire quelque chose, Melinda. L'année dernière, j'ai croisé Richard Brennan à une conférence. Il est millionnaire maintenant. Il possède la moitié de l'immobilier commercial du centre-ville. Il a posé des questions sur maman. Il a dit qu'elle était celle qui lui avait échappé. Il m'a dit qu'il l'avait demandée en mariage 3 fois avant qu'elle ne rencontre papa. 3 fois. Elle a refusé une richesse et une sécurité garantie pour un homme aux prises avec une addiction qui pouvait rechuter n'importe quel jour. Et il n'a jamais rechuté, a dit l'oncle Walter en s'approchant dans son fauteuil roulant. 42 ans de sobriété. Il en attribuait le mérite à Judith chaque jour. Il disait qu'elle était son ange gardien. Nous sommes restés là, 3 enfants adultes, comprenant enfin le véritable héritage de notre mère. Pas de l'argent ou des biens, mais l'exemple de l'amour inconditionnel. La lettre de papa n'avait pas seulement révélé la vérité sur leur mariage. Elle avait révélé la vérité sur ce que nous avions choisi de devenir dans notre deuil. La boulangerie fonctionne toujours maintenant, avec l'aide de Patty le week-end et Denny qui gèrent la comptabilité gratuitement. Nous l'avons rebaptisée Judith et Gordon, et avons accroché leurs photos de mariage près de la caisse. Celle où maman a de la farine dans les cheveux et où papa la regarde comme si elle avait décroché la lune. Ruby m'aide le dimanche, apprenant des recettes que maman n'a jamais écrites, mais que papa, d'une manière ou d'une autre, se souvenait parfaitement et lui a apprises avant de mourir. Elle sait maintenant faire les chaussons aux pommes exactement comme il faut, avec juste la pointe de cardamome qui les rendait si spéciaux. Parfois, l'amour ressemble à un sacrifice. Parfois, il ressemble au choix de quelqu'un non pas pour ce qu'il a, mais pour ce qu'il est. Et parfois, il faut une fillette de 8 ans avec une enveloppe pour nous rappeler que le plus grand héritage ne se mesure pas en dollars, mais dans les souvenirs de ceux qui nous ont aimés malgré nos défauts. Papa avait raison. Il est avec elle maintenant. Et quelque part, je sais qu'ils sourient tous les deux, comprenant enfin que l'amour ne concerne pas les familles parfaites. Il concerne des personnes imparfaites qui choisissent de s'aimer quand même, tout comme ils l'ont fait pendant 42 années magnifiques, difficiles et qui en valaient la peine. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo et la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire ci-dessous sur un moment où vous avez été témoin du véritable amour dans votre propre famille. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires de vie puissantes qui nous rappellent ce qui compte vraiment dans la vie.